Bienvenue dans le débat de France 24. Deux ex-premiers ministres interpellés et écroués à moins de 24 heures d'intervalle, des piliers du régime. Voilà une scène inimaginable en Algérie il y a encore 4 mois. C'est dire si le pays a changé depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Les manifestants maintiennent la pression et la justice fait rouler les têtes, autrefois couronnées. Opération main propre, règlement de compte interne au pouvoir ou bien manipulation de l'opinion. On en débat avec Néla Latrousse, rédactrice en chef Maghreb, Moyen-Orient à Jeune Afrique. Bonjour. Également avec Amina Afaf Chayeb, entrepreneur. Vous êtes porte-parole du mouvement citoyen et politique Iptikar. Avec nous également Brahimou Mansour, chercheur à l'Institut de recherche internationale et stratégique, l'IRIS, ainsi où vous êtes spécialiste de l'Afrique du Nord. Et puis Naoufel Brahimi El-Mili, docteur en sciences politiques, auteur de France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. C'est paru cette année chez Fayard. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. On part tout de suite sur place en Algérie, rejoindre à Alger notre correspondant Monsef Haït Kassi. Monsef, que sait-on à l'heure qu'il est de ces arrestations ? Déjà, je commencerai par annoncer que les médias privés viennent tout juste d'annoncer que l'ancien ministre et actuel président du mouvement populaire algérien, Amara Ben Younes, qui avait été auditionné par le juge enquêteur de la Cour suprême, était entendu. Il est actuellement placé sous mandat de dépôt. C'est une information qui vient tout juste de tomber, que je suis en train de lire. C'est une information, je le précise, qui est donnée par les médias privés pour le moment, en attendant bien évidemment qu'elle soit confirmée par la télévision publique. Ce qu'on sait, Raphaël, c'est que voilà, l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a été lui aussi incarcéré à la prison d'El Harrach. Une décision qui intervient au lendemain de l'incarcération de l'ex-Premier ministre Ahmedou Yahya. Il se retrouve actuellement à la prison d'El Harrach. Vous l'avez rappelé, c'est un fait inédit car nous ne pensions pas en arriver là. La justice semble avoir accéléré, même si beaucoup croient que c'est fait justement pour calmer la colère des manifestants. Et le fait inédit, c'est aussi cet accueil qui a été réservé à ces deux ex-premiers ministres devant la prison d'El Harrach. Ils ont été limite, on a exprimé une satisfaction et une joie qui est sans précédent depuis le 22 février, puisque ces deux hommes sont connus pour ne pas être vraiment, on va dire, appréciés du grand public par le peuple algérien, chacun a ses raisons, mais par exemple, l'ex-premier ministre Ahmed Ouiha est connu pour tenir des propos méprisants à l'égard du peuple algérien. L'ex-premier ministre Abdelmalek Sellal est connu pour lui être un peu sarcastique, dérisoire et qui ne représente pas bien l'image de l'Algérie. Donc voilà ce qu'on sait. Ils sont tous les deux accusés de faits liés à la corruption. Les chefs d'accusation sont très nombreux, mais en tout cas, ils ont tous un rapport avec la corruption. Avec la corruption et donc avec les milieux d'affaires, car il y a aussi des hommes d'affaires qui sont inquiétés, Monsef. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'était le président directeur général du groupe Sovac, le représentant exclusif vous le savez, des marques allemandes de véhicules en Algérie, à savoir Mourad Olmi, qui a été arrêté par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale d'Alger. C'est ce qu'ont annoncé les médias privés, et puis ça a été confirmé là aussi par la télévision publique, puisque vous le savez, il y a énormément de confusion en ce moment, beaucoup d'informations qui s'enchaînent, et par conséquent, nous avons forcément besoin de ces informations qui deviennent de plus en plus officielles avec le temps. Ça a été dit, donc il est rentré en Algérie en début du mois de mai, Mourad Olmi. Après avoir passé près de 2 mois à l'étranger, il a été arrêté et se trouve actuellement, à l'heure qu'il est, du moins nous n'avons pas encore de confirmation sur le fait qu'il ait été ou non relâché. En tout cas, il se trouve en garde à vue à la section de recherche de Bab Jdid. Et selon les informations qui circulent sur les médias privés, le patron de Sovac est ciblé par lui aussi une enquête liée à la corruption, plus précisément sur des faits de corruption et de transfert illicite de devises à l'étranger. Donc s'il devait lui aussi rejoindre la prison d'El Harrach, il retrouverait d'autres hommes d'affaires. Vous le savez, l'ex-patron et homme fort du FCE, Ali Haddad, ou encore le président de Cevital, Issa Drebrab, et bien d'autres hommes d'affaires, le président aussi de TMC, Mahidine Tahkout, qui, eux, ont été transférés et incarcérés à la prison d'El Harrach. Si, Monsef Haït Kassi, voilà ce qu'on pouvait dire de ces arrestations. Alors on va revenir bien sûr sur les milieux d'affaires eux-mêmes et donc ces affaires de corruption en question. Mais d'abord, pour bien comprendre ce qui se joue, revenons sur la symbolique des arrestations d'hier. Néla Latrousse, qui sont les hommes politiques interpellés ? D'abord, Ahmed Yahya, 4 fois Premier ministre, dont 3 fois sous Abdelaziz Bouteflika. C'est un personnage très critiqué en Algérie. C'est, je pense, sans doute le personnage politique le plus détesté d'Algérie. Il y avait cette scène mythique l'année dernière, lors de la finale de la Coupe d'Algérie, où il avait été copieux
pieusement hué et la télévision publique avait été obligée de couper le son, les sifflets. Le directeur général de l'époque m'avait expliqué, m'avait dit que c'était pas tant pour le protéger, mais c'était tellement obscène qu'en fait, on ne pouvait pas laisser ces sons à la télévision. C'est l'un des seuls, pendant les manifestations, à avoir fait l'objet d'attaques personnelles. C'est-à-dire que là où tous les autres étaient attaqués sur leur lien avec leur pouvoir, sur leur proximité, sur leurs affaires, sur éventuellement des enrichissements illicites, c'était le seul qui était directement visé en tant que personne et non pas simplement en tant qu'homme politique. Et c'est effectivement quelqu'un qui a traversé non pas simplement les 20 dernières années du pouvoir, mais qui a même commencé sa carrière dans le public sous Boumedienne, donc dans les années 60, fin des années 60, comme jeune stagiaire à la présidence, début des années 70, pardon, comme jeune stagiaire à la présidence, alors tout juste énarque, et qui en réalité n'a jamais quitté les arcanes du pouvoir, sauf depuis hier, puisqu'il a été placé effectivement par la Cour suprême en détention provisoire à la prison d'Al-Harrach. Auteur des politiques d'austérité, notamment Ahmed Ouyaya, des pots de yaourt ont même été lancés contre son fourgon cellulaire hier, dit-on. Pourquoi, Naoufel Brahimi El-Mili? Quand il avait lancé sa politique d'austérité, il a dit le peuple algérien n'est pas obligé de manger du yaourt pour ne pas les importer. C'est un peu la Marie-Antoinette algérienne, hein, exactement. Mais dans cette symbolique, je rappelle que pendant les 2 premières années de Bouteflika premier mandat de Bouteflika, il était ministre de la Justice. Donc là, l'administration pénitentiaire était sous ses ordres. Là, la symbolique est très très forte. Et bien sûr, il faut rappeler pour tous, il y a la présomption d'innocence. Ça, c'est certain. Ce que ces arrestations montrent, c'est le couplage entre l'oligarchie et les oligarques et les hommes politiques. C'est ce couplage-là. Et je pense que cette vague d'arrestations, c'est notamment une vague d'assainissement pour préparer, autant que faire se peut, un terrain austère, serein, pour la prochaine campagne présidentielle qui est le centre de la feuille de route du pouvoir algérien. Brahim Mansour, on va revenir évidemment sur toutes ces échéances. Abdelmalek Sela, lui, était connu pour ses propos parfois sarcastiques, nous disait à l'instant Monsef Haït Kassi. Là aussi, son arrestation est populaire, à défaut peut-être d'être politiquement motivé? Bien sûr, les 2 arrestations donc d'hier aujourd'hui des ex-premiers ministres est symboliquement importante parce que les discours des 2 ex-ministres étaient souvent considérés comme ou reçus comme du mépris par beaucoup d'Algériens avec toutes les blagues donc tous les discours sarcastiques etc. Bien sûr, l'influence d'Ouyaya va au-delà, donc transcende le cercle Bouteflika, comme ça vient d'être rappelé. L'ironie du sort peut-être est que Ouyaya risque d'être condamné aujourd'hui par la loi promulguée en 2006, numéro 3, je crois, relative à la lutte contre la corruption, alors qu'il était Premier ministre, ou chef du gouvernement. Amina Afaf Chayeb, ces arrestations, c'est un moyen pour les dirigeants actuels de se concilier l'opinion publique? Moi, je pense que c'est tout à fait un spectacle cathartique pour les Algériens. Et l'objectif ultime d'une partie du système, celle qui reste, c'est en évinçant en cette purge en fait, interne, a pour objectif de montrer qu'un changement de l'intérieur du système est possible, et est crédible et est sincère. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train d'attendre un peu plus d'éléments pour pouvoir se positionner. Entre ce côté cathartique, on est content de voir ces personnes qui ont concentré beaucoup de colère et de frustration, les voir écrouer, ça fait plaisir à certains. Mais soyons vigilants, puisque cette justice, c'est la même justice qui laisse des prisonniers d'opinion mourir dans les geôles de l'État. C'est cette même justice qui répond à des demandes publiques de Gaïd Salah dans ses discours d'assainissement de l'Algérie. C'est aussi cette même justice où les magistrats restent nommés par le président. Donc il ne faut pas que ça nous détourne des revendications, des changements de fond. Et c'est très important d'être vigilant par rapport à ça. On ne voit pas, Néla Latrousse, les visages des personnes interpellées, pas d'image, on ne les voit pas à l'intérieur des fourgons. Ce n'est pas un peu perturbant, ça, pour les Algériens? Est-ce que ça n'alimente pas la suspicion des manifestants vers cette purge?
Pour le coup, les images dans les fourgons, on en a vu certains, les hommes d'affaires qui étaient déférés auprès du juge d'instruction de Sidi Mohamed, on les a vus dans le fourgon. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant de constater que la gendarmerie arrivait au tribunal en laissant les fenêtres ouvertes parfois, en laissant les caméras s'approcher des fenêtres, comme pour montrer que s'il y avait une opération main propre qui était en cours. Cela dit, je vous rejoins sur les interrogations que pose effectivement toute cette opération, justice, spectacle ou pas. Il y a un certain nombre de points de droit qui interrogent. Toutes les personnes actuellement qui sont en prison le sont en détention provisoire. La détention provisoire, elle est extrêmement encadrée, non pas seulement par le Code de procédure pénale, mais également par la Constitution. Il y a un article dans la Constitution, dans la loi fondamentale, qui explique que ce doit être une mesure exceptionnelle. 100% de réussite, si vous me permettez, sur la détention provisoire, ça prouve bien qu'il y a un caractère d'exceptionnalité qui n'est la pas... Constitution, d'après vous ? Ça interroge tout du moins, puisque tout le discours politique, par ailleurs, c'est justement de se tenir à cette légitimité constitutionnelle. Donc, de ce point de vue-là, il y a une vraie interrogation. Il y a d'autres interrogations lorsque on discute avec les avocats d'un certain nombre des prévenus. Moi, je rentre d'Alger, je suis rentrée avant-hier. Les avocats n'ont pas accès au dossier. Donc, en réalité, il y a un certain nombre de chefs d'inculpation qu'on apprend à travers de la presse. Monsef Aïd Kassi, votre correspondant, a expliqué qu'effectivement, on l'apprenait par la presse privée. Nous-mêmes, à Jeune Afrique, on apprend le placement sous mandat de dépôt avant même que la personne ne soit sortie du tribunal. Donc, on s'interroge un petit peu sur ce modus operandi. Et effectivement, ça interroge du coup énormément sur est-ce que la feuille de route politique, qui est celle qui est réclamée par la rue, n'est pas en train de se transformer en une feuille de route, disons, juridico-médiatique, qui ne répond pas parfaitement à toutes les demandes des manifestants. On n'entend plus parler des suspects ou des accusés, sitôt incarcérés dans cette prison d'El Arach. On sait ce qu'ils deviennent. Ceux qui sont incarcérés maintenant depuis. Qu'ils deviennent, on sait qu'ils voient. Il y a un certain nombre de règles, ils reçoivent leur avocat tous les jours. Les familles, pour le coup, c'est assez restreint. C'est tous les 15 jours les visites familiales. Et puis de temps en temps, ils sont effectivement entendus par les enquêteurs. On a de leurs nouvelles par leurs avocats ? On a de leurs nouvelles par leurs avocats. On a de leurs nouvelles par leurs avocats, qui ne souhaitent pas, cela dit, pour certains d'entre eux, communiquer, parce qu'il y a toujours cette crainte que trop de communication autour du dossier ou de l'absence d'accès au dossier ne se transforme en une procédure finalement plus grave. Comment comprendre l'arrestation du général Ali Guédiri ? Je m'adresse à vous, Brahim Mansour. L'ancien candidat à l'élection présidentielle, là aussi, ça date d'il y a moins de 24 heures. Maintenant, on a appris son arrestation. Oui, justement, pour le moment, on n'a pas d'éléments pour vraiment... Il n'a pas été écroué, il a été interrogé. Voilà, il a été interrogé. Il n'a pas été écroué. Tout comme l'ancien ministre des Transports, d'ailleurs. Mais on sait si c'est lié à une affaire de corruption dans le cas d'Ali Guédiri. On sait qu'il était proche de le patron tout-puissant des services de renseignement algériens. Selon les informations les moins farfelues, parce qu'il y en a beaucoup de très farfelues, c'est lié, dit-on, au non-respect du devoir de réserve qu'a un officier supérieur. C'est lié à ça. Donc, il a été interrogé. Il a passé la nuit chez lui. Aujourd'hui, on dit qu'il a été reconvoqué. Mais on saura. On vise l'entourage du général Médienne, du général Toufik, donc, à travers cette arrestation. Ça dépend. C'est juste plus que l'entourage. Déjà, lui-même, il est visé. Donc, c'est pas... Non, le problème de fond de cette communication, la loi algérienne est claire. Seul le procureur de la République peut communiquer, ou alors le procureur militaire peut communiquer. Et les deux ne disent pas grand-chose. Donc ça laisse la place à des rumeurs. Et le chef d'état-major communique par ailleurs en disant « j'ai consulté les dossiers », ce qui est... Sinon, c'est-à-dire que dans un état de droit, le chef d'état-major, d'ailleurs il le dit plus, il l'a dit, mais il a arrêté. J'ai découvert, j'ai ouvert les dossiers, des dossiers extrêmement lourds, j'ai donné des instructions. Ça a été une bourde qui depuis n'est plus commise. C'est-à-dire que je pense que l'état-major de l'armée s'est rendu compte qu'il ne fallait pas aller trop loin non plus dans cette communication-là. Amina Afaf-Chaeb, ces arrestations, quoi qu'elles en pensent, qu'elles soient motivées politiquement ou pas, ou motivées par des considérations politiques, est-ce qu'elles sont pour autant dénuées de tout fondement ? Moi, j'ai envie de dire, où était la justice avant ces dernières semaines ? Il y a clairement, le timing est à questionner aussi. Quand dans un discours public, le chef de l'état-major dit « j'ai consulté personnellement des dossiers de corruption qui sont maintenant dans les mains de la justice, qu'il va y avoir une purge, un nettoyage en bonne et due forme », et tout d'un coup, c'est là qu'on commence à interroger, écrouer.
j'ai envie de dire, où était cette bonne volonté, cette sincérité pendant les 20 années où la corruption était rampante. Et rappelons que aussi, ce qui s'est passé au mois d'avril, non seulement il y a eu ce discours et plusieurs discours, et depuis effectivement la communication elle a été mieux travaillée, il y a eu aussi une task force qui a été reconstituée entre le procureur de la République, entre le procureur du tribunal d'Alger et surtout l'Office de la répression de la corruption. Donc il y a eu clairement un plan B, ou plan C plutôt, après le 5e mandat et le 4e mandat et demi, c'était plus on va pousser la feuille de route des élections présidentielles, donc on insiste quand même sur des présidentielles, et en même temps, on va montrer patte blanche en en sacrifiant ce clan Bouteflika et les oligarques pour avoir de la crédibilité, et en même temps essouffler ce mouvement populaire en absorbant sa colère et quelques-unes de ses revendications et le confronter finalement à ses divisions sur le reste des revendications qui ne sont pas finalement récupérées. Pour autant, est-ce qu'elle ne révèle pas quand même ces arrestations au grand jour un système de corruption d'État qui existait bel et bien ? Exactement, oui. Oui, il existait, mais où était la justice ? On ne sait rien, mais il faut rappeler que le sursaut du 22 février a réveillé la justice, et aussi bien la justice que le pouvoir ont été obligés de secouer le cocotier. Ils ont fait ça avec un certain déplaisir, sauf pour quelques-uns, le plaisir était réel, mais ils étaient forcés. C'était pas dans leur programme de faire tout ça. Là, ils étaient forcés. Maintenant, pour donner en pâture à l'opinion publique des noms, pour faire le ménage réellement au sein du pouvoir et écarter quand même certains indésirables. Pourquoi pas les deux ? Pourquoi pas les deux ? Mais juste, je termine. C'est parce qu'on peut pas tenir. Le pouvoir ne peut pas tenir un discours des présidentielles propres sans un minimum de nettoyage. Donc là, il y a une cohérence quand même. Vous savez, je vais vous citer cette phrase. Il y a une je vais vous citer cette phrase d'un homme d'affaires du privé qui me dit « On est quand même passé de la prouesse en Algérie du mythe des généraux qui contrôlent l'économie au mythe de quelques oligarques qui auraient pillé les caisses. » En réalité, si on veut parler du vrai scandale des dilapidations de deniers publics, on va plutôt aller vers les entreprises nationales. C'est-à-dire que l'économie algérienne aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce qui a pu causer la gabegie de ces dernières années, on évoque essentiellement les exportations d'hydrocarbures, le fonctionnement extrêmement centralisé des entreprises nationales. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller faire le ménage chez Cossider, à la SGP, la Société de gestion des participations publiques, à Air Algérie, à Algérie Télécom. On va chercher en réalité la portion congrue de l'économie, qui est le patronat privé, qui représente de mémoire peut-être 10% du chiffre d'affaires des entreprises en Algérie, et on laisse le très gros morceau, c'est-à-dire là où la Cour des comptes a alerté ces dernières années sur la dilapidation réelle des deniers publics dans les entreprises d'État. En réalité, il n'est pas question aujourd'hui d'aller embêter ces chefs d'entreprise-là. Donc on est davantage pour moi dans une opération qui ressemble effectivement à un nettoyage, je dirais, politique. D'ailleurs, l'arrestation d'une personnalité comme Louisa Hanoun du Parti des Travailleurs est une indication sur le fait qu'on n'est pas simplement dans l'idée d'aller chercher les personnes autour du clan Bouteflika, mais en réalité, c'est toutes celles qui ne s'inscrivent pas dans la feuille de route qui est aujourd'hui celle de l'état-major. Et on va en reparler dans un instant. Je vous donnerai la parole, bien sûr, Brahim Mansour. C'est la fin déjà de la première partie du débat. On reparlera justement de ce qui ne va pas dans l'économie algérienne aujourd'hui. Dans un instant, restez avec nous. Retour au débat de France 24 et cette purge en cours en Algérie. On en parle avec toujours à mes côtés Néla Latrousse, avec également Amina Fafchayeb, Brahim Mansour et Naoufel Brahimi El-Mili. On évoquait à la fin de la première partie les liens opaques entre, c'est le moins qu'on puisse dire, entre l'État et les entreprises publiques, notamment en Algérie, c'est ce que vous nous disiez, Néla Latrousse, et le fait qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement des entreprises privées qui trinquent d'une certaine manière. En tout cas, parmi les 12 anciens ministres et préfets dont le parquet d'Alger a annoncé avoir transmis les dossiers fermés à la Cour suprême, eh bien, tous quasiment visent des enquêtes qui impliquent un homme d'affaires notamment, Ali Haddad, ancien patron des patrons et PDG du numéro 1 des travaux publics en Algérie, notamment pour des faits présumés de corruption. Alors d'abord, évidemment, cette question, qui est Ali Haddad, pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors Ali Haddad, c'est un patron de Kabylie, d'Azefoun,
qui a monté son entreprise de TRHB en octobre 88, mais que le grand public algérien a découvert au cours des dernières années. Son ascension due à sa proximité, notamment avec Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu, démissionné, et qui en 2014 a pris la tête du patronat algérien, le FCE, Forum des chefs d'entreprise, qui a démissionné en mars dernier, dernière semaine de mars de mémoire, et qui a été arrêté à la frontière tunisienne quelques jours avant la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Dans ce qui ressemblait à une tentative pour fuir visiblement l'Algérie ? Ça a été présenté comme tel. Alors, ses avocats s'en défendent, mais en tout cas, les médias algériens le présentent comme tel. Voilà, il a été interpellé notamment pour détention d'un second passeport, puisque lui-même disait que pour la commodité de ses affaires, il avait besoin. Non, c'est faux, le passeport britannique. Alors d'après ses avocats, c'est faux, c'est la détention. Il n'y a pas de passeport britannique, c'est deux passeports. C'est la détention de deux passeports algériens. Il n'a aucun passeport britannique. Non, ça c'est faux. Ce n'est pas le seul. Proche parmi les hommes d'affaires de l'ancien clan Bouteflika à avoir été interpellé. En tout cas, oui, il y a une purge, elle est réelle, cette purge, elle est réelle. Bien sûr, le scepticisme envers cette purge ou ces arrestations, elle est compréhensive parce que il y a quelques mois, 3 mois ou 4 mois, c'était inimaginable. Qu'est-ce qu'on soupçonne concrètement ces hommes politiques d'avoir fait avec ces hommes d'affaires ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on soupçonne concrètement ces hommes politiques d'avoir fait avec ces hommes d'affaires ? Toucher des commissions sur des contrats ? Des commissions, sur facturation, privilèges en termes de contrats, avec les projets. Absence de mise en concurrence. Comment fonctionnaient d'ailleurs les adjudications de contrats publics en Algérie ? Le cœur du sujet, c'est que ces oligarques finançaient les partis pendant leur campagne électorale. Donc nous avons des oligarques qui, ça revient, je fais un raccourci, qui achetaient des places de députés. C'est ça le cœur du sujet. Quand je dis députés, j'aurais pu dire certains maires, pas tous, les députés, pas tous, bien sûr. Donc, on a atteint parce que ce qui a changé dans l'Algérie de Bouteflika, avant, dans l'Algérie de Chedli, où ce pays était moyennement corrompu, pour faire des affaires, il fallait être adoubé par un général ou par un ministre. Aujourd'hui, pour être ministre, il fallait être adoubé par un homme d'affaires. C'est ce changement-là. Donc, j'imagine que cette opération main propre, je préfère le terme assainissement, parce que l'opération main propre, il faut d'abord stériliser les outils. Elle est nécessaire aujourd'hui. Oui, elle est nécessaire. Donc je préfère... Vous ne niez pas la nécessité aujourd'hui de s'en prendre à des hommes d'affaires, y compris lorsqu'ils ne sont pas forcément favorables au pouvoir. C'est le cas d'Issa Rebrab, par exemple, qui a fait l'objet lui aussi de poursuites. Sans cet assainissement, aucune transition ne pourrait réussir, en tout cas. Parce que si on accepte le jeu d'une transition transparente avec un jeu politique transparent, derrière, si on laisse l'argent sale circuler, les puissances d'argent, le problème va rester parce que va se pérenniser par l'influence de ces oligarques sur le politique. Ça ne touche pas le secteur public, nous disait Néla Latrousse. C'est vrai. Est-ce que c'est un problème ? J'ai envie d'abord de réagir à ce qui vient d'être dit. Dans une transition telle que définie par le pouvoir actuel, effectivement, c'est un travail préparatoire parce qu'ils envisagent des élections présidentielles. Celles du 4 juillet ont été annulées et les prochaines, il n'y a pas encore de date, mais il y a un pseudo-dialogue. Donc ça correspond tout à fait à cette feuille de route du pouvoir. Mais par contre, ce que demande le mouvement populaire, ce que demande la société civile, ce que demande la classe politique qui a historiquement été dans l'opposition, c'est une autre transition avec des instances de transition, donc pas via les élections. Et de ce point de vue, la justice est elle-même à réformer. Ça a été dit tout à l'heure que la justice, elle a été instrumentalisée. Et là aussi, elle l'est toujours aujourd'hui. Elle l'est toujours. On en a la preuve avec ce qui est en train de se passer. Entre ceux qui sont passés au tribunal militaire, entre ceux... ministre du Commerce, Samara Ben Younes, on l'a appris là il y a quelques minutes seulement. Et puis aujourd'hui, Mourad Oulmi, un autre homme d'affaires de l'entreprise Sova, qui est donc le partenaire en Algérie du groupe Volkswagen, qui commercialise l'ensemble des marques Volkswagen. Exactement. Le fond est vrai, il y a vraiment de la corruption, c'est pas quelque chose qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Et pour continuer ce que vous étiez en train de dire, là effectivement on s'attaque au secteur privé.
dans un contexte où vraiment il y a un syndrome hollandais où le secteur privé il a été distribué, il y a des arrangements clientélistes, des financements de campagne. Kouninef, par exemple, est assez connu pour avoir financé les campagnes de Bouteflika. Et en fait, on nommait les scandales de la Sonatrach, tous ces contrats douteux avec des clients étrangers. On nommait de parler de tous ces chantiers publics avec notamment l'autoroute Est-Ouest et le scandale de Roule. Et surtout des montants faramineux, astronomiques de ces corruptions. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Et voilà, la corruption est au cœur du système algérien. C'est un système de corruption qui cherche à se maintenir et à se préserver aujourd'hui en faisant tomber des têtes, d'après vous, dans le privé. Pleinement dans le sens de ce qui a été dit, on a un cas extrêmement emblématique qui est celui du nouveau patron du FLN, Jemaï, qui en 2015, le Parti Front de Libération Nationale, qui a permis l'indépendance, qui arrive à la tête de ce parti historique avec un discours nous sommes du côté du mouvement, nous saluons cette opération de justice, etc. C'est l'une des figures de la lutte contre la transparence financière qui s'était opposée en 2015 à ce que des transactions avec, alors je ne sais plus quel était le montant exact, mais des transactions supérieures à une certaine somme ne puissent être réglées que par chèque. Il est monté au créneau à l'Assemblée en disant on veut pouvoir tout régler en liquide. Donc, on n'est pas non plus dans des personnes qui, aujourd'hui... Il a défendu la liberté de corrompre, qui est une liberté fondamentale. L'enjeu, c'est quoi? C'est de maintenir aujourd'hui cette manne aux mains d'une kleptocratie? Sur 20 ans de Bouteflika, l'enveloppe des dépenses, c'est 1000 milliards de dollars. Là, on a confondu investissement, dépenses, corruption et achat de la paix sociale. Donc, avec 1000 milliards de dollars, ils ont tenu 20 ans. Ces opérations-là, bien sûr, c'est trop tôt pour le dire et ça prend du temps. C'est pour couper le lien entre le financier malsain et le politique. Entre le financier qui était du côté d'Abdelaziz Bouteflika et le malsain. Le financier qui est du côté d'autres puissances n'est pour l'instant pas inquiété. Oui, mais c'est vrai que le scepticisme, il n'est pas infondé, mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer aussi l'impact de la mobilisation actuelle de la rue, qui a libéré bien sûr la voie, qui a libéré la voie juridique, la parole, mais aussi elle exerce une pression énorme sur les institutions, sur l'armée, qui aujourd'hui se sont obligés de céder, de faire quelque chose pour une transition, ou répondre au moins aux revendications, ne serait-ce que de manière partielle. Demain, lors de ces manifestations devenues coutumières, les vendredis, devant la Grande Poste d'Alger, les visages seront satisfaits, d'après vous, après les arrestations de ces dernières 48 heures Il y aura satisfaction, certainement, mais les revendications principales, rappelons-le, l'élément déclencheur de cette mobilisation, c'est le départ du système, c'est le départ de Bouteflika, mais aussi avec son entourage, tout son cercle. Abdelkader Ben Salah occupe toujours la présidence par intérim, tout comme le Premier ministre Nordine Bedoui. Le départ de ces deux hommes est devenu urgent. C'est le prochain verrou, Nella Latrousse, où ça va pouvoir se perpétuer. Parce qu'on sait que le président par intérim va pouvoir se maintenir sans doute au-delà des 3 mois qui étaient prévus initialement. A priori, il se maintiendra effectivement au-delà du mandat que lui a accordé la Constitution, ce qui est... un deuxième problème de cohérence en réalité pour le système qui continue à vouloir entrer dans cette légitimité constitutionnelle. Vous savez, j'étais vendredi dans les manifestations à Alger et j'ai été assez frappée au fond du peu de cas que les manifestants faisaient finalement de Ben Salah et Bedoui. Ils considèrent que c'est des fusibles qui seront amenés finalement à sauter à un moment ou à un autre. L'intégralité des mots d'ordre qu'on entend dans la rue aujourd'hui, c'est non à un régime militaire, le chef d'état-major doit partir, on veut un état civil. Aujourd'hui, on peut parier sur l'essoufflement du mouvement et j'ai tendance à penser que c'est le calcul qui est fait en livrant ses têtes, en se disant si ça peut faire 50 manifestants de moins ici, 150 de moins là, etc. Et puis petit à petit, semaine après semaine, voir le mouvement s'étioler. J'ai pour ma part la conviction, au regard de ce que j'ai vu à Alger, que c'est pas près de s'arrêter. C'est le chef d'état-major, Gaïd Salah, c'est lui qui a lancé cette chasse aux oligarques pour pouvoir lui-même se maintenir le plus longtemps possible, pour dire les choses franchement. Il a même annoncé directement, il a fait appel aux
à la justice. Mi-avril, il avait effectivement lancé un grand appel à la saisir des dossiers. Non, j'ai une chose. Il est pourtant lui-même, ou en tout cas des accusations visent son entourage direct. Il accusait. J'ai une chose. Le 22 février, le mur de la peur est tombé. On peut penser, peut-être trop hâtivement, que le mur de la peur est tombé aussi chez les juges. J'ai bien dit trop hâtivement. L'enjeu qui se passe tous ces vendredis, pourquoi je pense que ça va continuer? Il y a deux thèses qui s'affrontent. La thèse qui dit feuille de route des présidentielles, et dans le discours de Ben Salah, président par intérim, il a fait des concessions. Surveillez les élections, vous avez tout, il faut un président. Donc il y a cette thèse-là. Et en face, il y a une thèse, non, on veut une transition, une constituante. Là, entre les deux, c'est quoi la différence? C'est qu'on peut perdre 3 ans dans des débats byzantins. C'est ça, donc c'est 3 ans de perte. Bon, j'ai eu des arguments. L'Algérie a perdu 20 ans, on peut perdre 3 ans. Bon, c'est pas glorieux comme argument. C'est l'opposition qui ne voulait pas une présidentielle trop hâtive dès le 4 juillet, faute de préparation et faute de candidats émergents de ses rangs. Ils veulent une transition beaucoup plus longue, avec une constituante, et ça, c'est chronophage. Pour vous, c'est pas la bonne solution. C'est très long. Le problème, c'est qu'il y a des fragilités économiques, notamment, géopolitiques, qui demandent des réformes urgentes, des prises de décision rapides, pour lesquelles une constituante ne serait au risque de ne pas être au rendez-vous. Amina Afaf Chaeb, pour vous, il faut une constituante. C'est un préalable. Écoutez, pour répondre à l'urgence économique, la crise, elle est là depuis 2011. Donc, est-ce que vraiment le gouvernement Bedoui, ce gouvernement intérimaire qui est chargé, mandaté de gérer la chose du quotidien, y compris l'économie, est en train de faire un bon travail? Pardonnez-moi, mais est-ce que cette crise, elle n'est pas accélérée lorsque des PDG aussi importants sont mis en prison? Est-ce que ça déstabilise leur entreprise, comme c'est le cas pour Mayedine Takout, par exemple, et l'entreprise TMC et ses chaînes de montage automobile notamment? Bah évidemment, mais parlons des choses, du fond des problèmes. Si des entreprises basées sur la corruption, quelle pérennité dans le temps et quelle confiance dans un système économique basé sur ça peut-on avoir? Aujourd'hui, on veut pas... Le chantier est énorme, que ce soit au niveau de l'économie, mais surtout des institutions. Aujourd'hui, on a besoin de rediscuter ce pacte social, carrément. Ensuite, j'ai envie de dire, des élections précipitées, des élections qui arrivent dans quelques mois, avec quelle démocratie? On n'est pas en démocratie, arrêtons de parler d'élections. Il y a une autre solution intermédiaire par rapport aux présidentielles, c'est de créer une commission indépendante, autonome, qui non seulement surveillera les élections, mais organisera... Mais avec quelle offre politique? Avec quelle offre politique, alors que l'opposition a été atomisée pendant des décennies? Avec quelle confiance? Exactement, alors que les Algériens n'ont plus confiance en la chose politique. On revient au même problème avec une constituante. J'aimerais du coup rebondir aussi sur la question de la constituante. Mouvement Ibtikal, on a consulté beaucoup de constitutionnalistes et on n'a pas de dogmatisme ni d'idéologie là-dessus. Et en fait, l'Algérie, dans son histoire, a déjà fonctionné pendant 13 ans sans constitution. Elle a aussi eu le cas de figure où elle a fonctionné avec une constitution qui a été violée, pas respectée, et avec laquelle on s'est joué. Il existe des pays qui sont comme le Royaume-Uni et tant d'autres qui fonctionnent sans constitution. Donc face à ce constat-là, et surtout quand un constitutionnaliste, il vous dit aussi qu'on peut évoluer avec un texte réduit, avec juste ce qu'il faut pour fonctionner, avoir des réformes structurelles. Réformes structurelles, comme on dit, à minima, des choses à minima. Voyons pas des choses à maxima. Et en fait, là, du coup, on évacue cette question, cette peur de passer 3 années dans des débats, dans des débats byzantins, etc. Et on a de quoi fonctionner à minima. Et c'est ça le mandat et la fonction et la mission d'une phase de transition. Et c'est là qu'on restaure aussi la confiance. Ça ne dit pas qui doit gouverner dans l'immédiat. Dans l'immédiat, la feuille de route semble indiquer la continuité de l'État. Ben Salah est là, il ne dérange personne. Il est là, c'est la continuité de l'État. En revanche, là où je ne mets pas Ben Salah et Bedoui, le Premier ministre, sur le même plan, Bedoui, symboliquement, il était ministre de l'Intérieur, donc il était le fraudeur en chef des élections. Alors que l'autre était président du Sénat, il n'avait aucun pouvoir. Donc je ne les mets pas sur le même plan. Autant
Bossalah, comme président du Sénat, président par intérim, il assure la continuité de l'État, pourquoi pas? Autant que l'autre, il faut aussi la politique, c'est du symbole. Un ancien fraudeur en chef qui reste Premier ministre, ça ne peut pas traiter la crise de confiance qui est très profonde. Vous voyez les choses bouger dans les prochains jours. Que pourront obtenir les manifestants qui n'ont déjà obtenu après des semaines et des semaines de manifestations pacifiques? Pour le moment, on est dans l'immobilisme total. Pour le moment, il n'y a pas de proposition. Pas du tout. Figurez-vous que non, je parle du mouvement populaire. Du sommet. Non, pas du sommet. Je parle du sommet. D'accord, parce que le mouvement populaire, samedi, le 15 juin, aura lieu la conférence nationale de la société civile qui s'est mise d'accord sur une feuille de route, un consensus, ce qui est énormissime. On a affaire à 80 organisations qui sont des associations, des syndicats, des collectifs, des comités citoyens qui se sont mis d'accord malgré tous les différends sur les mécanismes de la transition. Un président ou est-ce que c'est une présidence collégiale, un gouvernement avec qui dedans, et quels sont les mécanismes de désignation d'élections, à quel moment on aura des élections, etc. Ce qui est un travail colossal et qui a pris du temps. Ça fait depuis février qu'il y a des réunions de travail, donc c'est vraiment le fruit de tout ce travail-là. Et avec les représentants désignés par... il y a quand même eu des millions de manifestants dans les rues du pays, donc c'est difficile de faire émerger les collectifs de la société civile, et dans cette conférence, ce n'est pas des représentants du monde. Ils représentent leur propre corporation, leur propre structure. Et ils se trouvent aujourd'hui devant le Hirak avec le temps. Le mouvement populaire, avec le temps, il y aura des personnes qui vont émerger. Donc il ne faut pas le presser. Il y a énormément de choses qui se passent sur le terrain. Il y a cette politisation, il y a ce lien social, faire société, aller dans les rues, dans l'espace public, s'exprimer, débattre. C'est nouveau. On n'a pas vécu ça depuis les années 80. Le plus important, c'est peut-être ce lien qui a été renoué entre la population et la politique. Donc, la structuration du mouvement de contestation, vous y croyez, vous, Neila Latrousse? Avant, bien sûr, l'après, qui sera sans doute celui d'une vie démocratique avec une majorité et une opposition. Le mouvement sera amené à structurer d'une façon ou d'une autre. La question est de savoir est-ce que ça fera largement consensus, un peu consensus, débat ou pas débat. En réalité, le sentiment, ou en tout cas l'analyse qui est la mienne, c'est qu'on est face à une course de lenteur des deux côtés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le régime considère que le temps joue en sa faveur, que le mouvement finira par s'essouffler et que les gens se lasseront, et en face, les gens disent on a souffert pendant 20 ans, ils finiront par lâcher parce que la situation économique est catastrophique et qu'ils auront à sauver en réalité leur pérennité, etc. En réalité, sur la situation économique, un petit mot, elle est désastreuse. Aujourd'hui, le problème n'est pas l'incarcération d'un certain nombre de PDG, c'est les créances de l'État qui ne sont pas versées à un certain nombre d'hommes d'affaires dont les entreprises fonctionnaient avec la commande publique. Résultat, par conséquent, ces entreprises préviennent qu'elles ne pourront non plus, sans doute pas régler les emprunts qu'elles ont, c'est-à-dire fragiliser dans un effet domino les entreprises publiques. Donc on est sur une situation qui est compliquée de ce point de vue-là. Du côté des réserves de change, on est aux alentours de 70 milliards de dollars, 15 mois. On a des marges de manœuvre qui sont extrêmement limitées avec l'impression massive d'argent, avec cette politique de la planche à billets et la fuite des capitaux. Donc en face, 4 mois. Le mouvement, d'une certaine façon, extrêmement majoritaire, et ça m'a étonné. Le mouvement, et c'est un des effets extrêmement étonnants que j'ai constaté dans la rue, a conscience de tout cela et dit en réalité le temps jouera en notre faveur. Et c'est pour ça que je pense que cette structuration finira par arriver. La question est de savoir à quel point elle fera consensus ou pas dans la rue. Une course de fond. Je vais dans ce sens-là parce que, in fine, l'armée et le commandement militaire veulent se débarrasser de ce problème. Donc, quelque part, les vues sont convergentes sans que l'un et l'autre ne le sachent. Ça prendra combien de temps ? Il faut négocier pour... Déjà, il y a eu le 15 juin ces assises de la citoyenneté, parce qu'il y a plusieurs noms, j'ai retenu ce nom-là. 15 juin, ça sera une feuille de route. Le pouvoir a sa feuille de route, ça peut faire une base de négociation. Ensuite, les négociations peuvent être rapides, moins rapides. Mais là, il y a une première offre qui est un mode d'emploi de sortie de crise. Ce n'est pas une offre politique. Et en face, on va faire une offre de sortie de crise. Ensuite, on va laisser le prochain président élu ou l'Assemblée élue faire l'offre politique selon les règles démocratiques que l'on connaît. Voilà. En tout cas, oui, pour éviter le blocage ou la pérennité de ce blocage, de cet immobilisme, on est
obligés de passer par la table des négociations entre les différents acteurs aujourd'hui, y compris les représentants les représentants du mouvement citoyen aujourd'hui, avec le gouvernement intérimaire et l'armée, pourquoi pas, pour discuter d'une sortie de crise plus consensuelle. Ce qui s'est passé au Soudan avec la répression brutale la semaine dernière dans les rues de Khartoum, est-ce que ça inquiète les manifestants qu'à un moment ou à un autre, alors évidemment il n'y a pas de milice puisque là c'est vraiment l'armée pour le coup en Algérie qui décide, est-ce qu'on imagine que ce soit possible? La différence c'est que on ne sent pas une velléité politique dans l'armée algérienne, au sein de l'armée algérienne. Ils ne l'ont pas fait, mais en revanche ce que je crains, cette situation de blocage voulu par certains qui sont trop silencieux pour ne pas les entendre. Cette situation de blocage, selon cette minorité ou majorité, j'en sais rien, veut pousser l'armée à la faute. Exactement. Merci beaucoup d'avoir bien voulu débattre, ce qui n'était pas vraiment un débat d'ailleurs, on a plutôt essayé de construire ensemble une explication de la situation algérienne. Merci en tout cas à Néla Latrousse, à Amina Afaf Chayeb, à Naoufel Brahimi El Mili et à Brahimou Mansour.